Bonjour à tous, je suis Claire Grébille et je suis très heureuse aujourd'hui, de, vous emmener, en Italie, dans l'une des plus belles villes, d'Italie qui en compte évidemment, de très belles et de très variées. Mais c'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, puisqu'elle me rappelle, mes études qui avaient été, en partie consacrées justement, à l'école siennoise qui est, une des plus belles écoles de peinture, à mes yeux. Donc je vais vous parler, de Sienne aujourd'hui, Sienne, l'aristocrate, en faisant une balade à travers, ses, rues, à travers ses monuments les plus emblématiques et plus particulièrement à travers, sa magnifique place, qui est la Piazza del Campo, qui est le cœur de la ville, vers laquelle toutes les rues descendent, convergent, d'une manière ou d'une autre. Donc, la ville de Sienne est une ville ancienne puisque sa fondation remonte à la période étrusque. Mais durant la période antique et étrusque, ça n'a pas été une grande ville étrusque, c'était plutôt une bourgade, dirons-nous, puisqu'elle était dominée, par exemple, par sa voisine à l'est, qui est la grande cité d'Arezzo, et qui a été sa rivale pendant longtemps, avant que Florence ne prenne le relais, puisqu'on verra que l'inimitié entre Sienne et Florence va structurer l'histoire de la ville jusqu'au XVIe siècle et même encore maintenant. Si vous connaissez des Siennois, de souche en particulier, vous verrez qu'ils ont tous une petite dent, ou les Viennois, des Siennois d'adoption d'ailleurs, hein, c'est peut-être encore plus, ils ont une dent contre Florence qui remonte justement à cette rivalité. Alors, la ville de Sienne, vous le voyez, contrairement à Florence, est construite sur des collines. Donc, elle a un caractère extrêmement vallonné, ce qui fait qu'il y a même parfois des petites côtes, hein, à parcourir, mais son urbanisme, du coup, va s'organiser, non pas à la manière romaine de Florence, avec un urbanisme en damier, hein, donc un urbanisme hippodamien, mais plutôt de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus curviligne, si l'on peut dire, dans les deux dimensions, donc c'est-à-dire dans le sens de la promenade, mais aussi en hauteur et en descente, puisqu'en fait, quand on se promène à travers les rues de Sienne, on ne cesse de monter et de descendre. Donc, vous voyez déjà sur cette photographie que la ville de Sienne est immédiatement dans la campagne toscane, avec ce très bel paesaggio qui va inspirer un des plus beaux chefs-d'œuvre de la peinture siennoise que nous allons retrouver tout à l'heure dans le Palazzo Pubblico et qui a été réalisé par Ambrogio Lorenzetti sur les fresques du Bon Gouvernement. Donc, la ville est construite, comme vous le voyez aussi, majoritairement en briques, ce qui la différencie de Florence, qui est plus austère, hein, dont les teintes des murs sont plus brunes ou plus ocrées, plus grises. Là, les coloris très chauds de la brique, évidemment, donnent un caractère très, très agréable et beaucoup de charme aux pérégrinations à travers la cité. Et on retrouve aussi d'autres caractéristiques, c'est que l'on voit des tours. Donc, vous voyez que on devine évidemment la majestueuse tour Torre della Mangia qui va coiffer le Palazzo Pubblico et qui est un symbole de la puissance siennoise contre son adversaire de toujours Florence, et d'autres tours qui plus souvent ont été étêtées en dehors des clochers, bien sûr, mais des tours privées. Vous en voyez une au premier plan, légèrement sur la droite. En fait, à Sienne, mais pas uniquement à Sienne, comme à San Gimignano, qui n'est pas très loin, comme à Florence, comme à Bologne, eh bien, les grandes familles avaient commencé à avoir l'habitude, à partir du XIIe siècle et encore plus dans les siècles suivants, de marquer leur puissance par la construction d'une tour adossée à leur palais, donc symbole de la ville, ce qui donnait beaucoup de verticalité d'ailleurs à la cité, et ce qui était vu d'ailleurs de très très loin dans le sein de la campagne. C'est aussi une façon pour les villes d'être un marqueur de puissance dans le paysage environnant, c'est-à-dire que dans la tradition
de l'histoire des cités italiennes du Moyen-Âge, eh bien, ces villes vont étendre progressivement leur domination sur leur territoire alentour et sur notamment des petits châteaux forts, des petites bourgades, puis après des villes plus puissantes quand c'est possible. Et cette domination, c'est la domination sur le contado, qu'on appelle la campagne, mais le contado en italien, c'est la campagne administrée et administrée par la ville. Et on verra que, évidemment, ces références se retrouvent dans le programme politique des fresques du bon et du mauvais gouvernement du même Ambrogio Lorenzetti. Donc, si l'on parcourt cette ville, vous voyez toujours cet aspect sinueux, curviligne, et nous allons nous approcher du cœur de la ville, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est la Piazza del Campo, qui, je vous l'ai dit, est le cœur politique de la ville. Hein, elle est notamment centrée sur le Palazzo Pubblico, qui est l'hôtel de ville, mais qui était le palais de l'autorité exécutive, si vous voulez, durant le Moyen Âge, puisque la ville de Sienne va commencer surtout à se développer à partir du XIe, XIIe siècle. Et elle va se développer, on va le voir, moins sur l'industrie textile, contrairement à sa grande rivale Florence, qui produit beaucoup de textiles, qui affine les draps de Bruges. Mais pour cela, il fallait avoir de l'eau. Et là, l'un des grands problèmes de Sienne, c'est qu'il n'y a pas de rivière qui la traverse et il y a un manque d'eau qui est un manque d'eau structurel, ce qui explique d'ailleurs l'importance des fontaines. Je vous en montrerai deux très belles tout à l'heure, qui avait été aussi construite pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons symboliques. Donc la ville de Sienne, très tôt, va se tourner vers une double activité. Une activité qui va l'amener à accueillir des pèlerins, je vais y revenir, mais aussi à se tourner vers les activités bancaires. Donc, une petite précision, Sienne n'a pas des origines aussi prestigieuses que Rome, par exemple, elle n'a pas des grands monuments antiques comme Vérone, donc au Moyen Âge, elle va essayer de se reforger un certain prestige face à sa rivale Florence, puisque, je vous l'ai dit, les cités du Moyen Âge en Italie centrale et en Italie du Nord, ce sont des cités-États qui ont un gouvernement collégial et qui sont perpétuellement en lutte contre les voisines. Donc les voisines très proches qu'elles finissent par absorber, et puis ensuite les voisines plus lointaines. Et en fait, du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, donc pendant 3 siècles, eh bien Florence va s'opposer à Sienne et inversement. Donc on va voir par exemple que Florence va être plutôt guelfe, donc partisane du pape, et bien de ce fait, Sienne va prendre le parti de l'empereur et devenir gibelline parce que tout simplement sa rivale principale avait choisi le camp opposé. Donc vous voyez que ça structure l'histoire politique de la ville, la politique intérieure comme la politique extérieure, et on va voir que cela va avoir des incidences artistiques parce qu'en Italie, tout combat se traduit par des joutes artistiques qui vont donner des résultats en général éblouissants. Mais néanmoins, la ville de Sienne se cherche des racines, entre guillemets, et elle va se trouver une origine extrêmement prestigieuse, puisqu'elle dit qu'elle a été fondée, non pas par Romulus et Rémus, là, puisque vous allez retrouver, si vous vous promenez à Sienne, l'emblème de la Louve avec les jumeaux qu'elle allait un petit peu partout, donc aussi bien sur des colonnes à l'extérieur de la ville que à l'extérieur des bâtiments, dans les rues de la ville, pardon, que sur les pavements somptueux de la cathédrale. Et en fait, il ne s'agit pas d'une fondation par les deux fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, mais par les fils que Rémus aurait eu. Vous vous souvenez que quand Rome est fondée, elle est fondée par Romulus et Rémus qui s'entretuent. Enfin, Romulus va tuer son frère, donc la ville de Rome est fondée sur un fratricide, hein, d'une certaine manière. Et la légende raconte que Romulus, eh bien, voulait poursuivre de sa colère ses neveux. Ses neveux s'enfuient et il s'installe
à Sienne. Et il s'appelait Accius et Sénus. Et c'est Sénus qui aurait donné son nom légendaire à la ville. Alors bien évidemment, hein, ce sont des légendes qui sont retissées justement au cours du Moyen-Âge et largement exaltées à la Renaissance, puisqu'on se cherchait des origines les plus anciennes, les plus prestigieuses. Florence est fondée par les Romains et évidemment, les descendants de Romulus et Rémus, c'est plus ancien encore, si vous voulez. Donc, vous voyez que évidemment, c'est quelque chose de très important. Alors, vous pouvez aussi noter une autre particularité sur ce pavement et qui est réalisé en marbre, qui va être redessiné, c'est l'opposition entre deux couleurs principales qui sont le blanc et le noir, qui sont les deux couleurs de la ville. Et l'on retrouve des animaux totémiques entre guillemets, qui sont pour certains les emblèmes des contrades. Je reviendrai à la fin de cette présentation sur le Palio qui est la grande fête historique de Sienne qui véritablement imprègne justement de très beaux souvenirs, d'émotions très fortes, tous les Siennois qui vivent dans la cité. Et même ceux qui s'en vont restent quand même très souvent attachés à la diffusion du Palio. Donc la ville de Sienne prend vraiment son élan à partir du XIe, XIIe siècle, lorsque l'Italie connaît un essor économique très important, bien sûr, qui est lié à son intégration dans le grand commerce méditerranéen. Mais Sienne va bénéficier du fait qu'elle va être bien située sur la Via Francigena, c'est-à-dire la voie des Français, qui en fait pouvait partir même du Royaume-Uni et qui est en fait la route de pèlerinage. Donc nous, on pense toujours à la route de Saint-Jacques, mais il ne faut pas oublier que le premier des pèlerinages au Moyen-Âge, c'est Rome d'abord, et donc cette Via Francigena qui maintenant a été rebalisée. Hein, si vous êtes marcheur, vous pouvez, ceux qui ont fait Saint-Jacques, ils peuvent faire ensuite la Via Francigena, et elle va traverser, vous voyez, l'Italie en passant par Pavie, Piacenza, Fidenza, Lucca, et elle arrive à Sienne. Donc elle passe pas par Florence, elle arrive à Sienne. Donc beaucoup de pèlerins, donc ce qui dit voie de pèlerinage dit aussi axe commercial essentiel, et ça va être un des éléments d'enrichissement très important de la cité. Donc la ville de Sienne va se développer, j'y reviendrai tout à l'heure, autour d'activités bancaires là qui sont très importantes, et vous voyez qu'elle s'agrandit. Donc ici, cette carte de l'Italie, qui est la carte de l'Italie à la fin du Moyen Âge, montre justement la division de l'Italie entre les grandes puissances. Et vous voyez que Sienne, elle est en fait enveloppée par deux puissances importantes, les États pontificaux et finalement la République de Florence, puisque je vous rappelle que Florence n'est devenue un duché qu'à partir de 1530. Donc, vous voyez que finalement, on comprend bien que les ambitions florentines s'orientent vers le sud et vers Sienne, puisque ça lui permettait de récupérer un État qu'elle enveloppait en partie. Et il faudra attendre le milieu du XVIe siècle pour que enfin les Florentins, aidés par les Espagnols, ne triomphent de la cité. Donc, Sienne perd son statut de république indépendante à partir justement du milieu du XVIe siècle, à la fin des guerres d'Italie. Donc ça, il faut évidemment l'avoir en tête. Et à partir de ce moment-là, elle va être rattachée, elle et son territoire de la Marème notamment, à Florence, sa capitale. Et donc désormais, c'est Florence qui va l'administrer, alors en laissant quand même certaines familles favorables à Florence administrer donc un petit peu plus directement la ville. Mais on peut dire que la ville de Sienne n'a plus tellement d'histoire autonome à partir de ce moment-là. Donc, vous voyez plus en détail cette carte de la République de Sienne. Vous voyez que la ville de Sienne est située plutôt vers le nord et que l'on retrouve justement ces zones du sud. Alors, si vous descendez notamment dans la région d'Asciano, hein, il y a des paysages de crête qui sont absolument magnifiques. Et les derniers aristocrates et siennois qui ont résisté justement au siège de Sienne par les Espagnols et par les Florentins se réfugieront à Montalcino et ils créeront une éphémère république qui disparaîtra par la suite. Et si vous montez à Montalcino, il y a un vin millésimé qui est absolument délicieux, dont je vous recommande évidemment la boisson, bien entendu. Alors, vous voyez le plan de Sienne, nous allons nous y promener. Donc, je vous l'ai dit, à Sienne, toutes les routes mènent
au Campo. En effet, vous voyez qu'en fait, Sienne a été construite sur 3 collines et la place du Campo, elle, est construite dans une cuvette. Donc, les rues principales y convergent. Et par exemple, pour passer d'une colline à l'autre, eh bien, on est pratiquement, enfin, on est obligé de repasser par la place du Campo. C'est le chemin le plus court. Donc, c'est vraiment le cœur palpitant de la ville. Mais il va y avoir un autre lieu qui est aussi très important dans la cité, bien entendu. Il s'agit du Duomo, de la cathédrale de Sienne, qui est un joyau et qui accueillait, bien entendu, beaucoup de joyaux artistiques qui maintenant sont conservés dans le musée de l'œuvre du Dôme, de l'Opéra del Duomo, qui est adjacent. Et cette grande cathédrale, elle est face à une très très ancienne institution qui est à l'hôpital, l'Ospedale Santa Maria della Scala, qui était encore un hôpital en activité il y a encore 25 ans et qui a été transformé en magnifique musée aussi. Donc je vous l'ai dit, quand on parcourt la ville de Sienne, on va tomber sur un certain nombre de fontaines, puisque les fontaines manquaient, enfin les fontaines manquaient et surtout l'eau manquait à Sienne. Donc pas de fleuve, pas de rivière, juste le ruissellement des eaux en cas de forte précipitation, ce qui arrive assez régulièrement en Méditerranée au printemps et à l'automne en particulier. Donc, les édiles de la ville, les différents gouvernements, qu'ils soient guelfes ou gibelins, se sont toujours intéressés à la construction de grandes fontaines monumentales. Les 2 plus belles fontaines sont, pour la première et la plus ancienne, au pied de la basilique San Domenico, eh bien, la Fonte Branda, qui est vraiment là aussi dans un creux de vallon et qui ressemble à un superbe lavoir, d'ailleurs qui servait de lavoir aux eaux transparentes et qui a été admirablement bien conservée. Alors, une autre fontaine, elle, se trouve au centre de la Piazza del Campo. Il s'agit d'une fontaine qui est plus récente, puisqu'elle date du milieu du Quattrocento, donc du milieu du XVe siècle. Et c'est une copie, en fait. Elle a été très, très abîmée parce que cette fontaine en marbre a été extrêmement érodée. Donc, ce qui fait que les fragments originaux ont été placés dans l'Ospedale Santa Maria della Scala. Et le sculpteur qui est à l'origine de la conception et de la réalisation de cette fontaine est l'un des plus grands sculpteurs siennois qui s'appelle Jacopo della Quercia. Et ce sculpteur avait concouru en 1401 pour le concours des portes du baptistère de Florence. Donc, vous voyez qu'il y avait quand même des Siennois qui allaient de temps en temps travailler à Florence et inversement, même s'il y a eu toujours des rivalités. Donc, vous voyez par exemple un de ces détails qui va mettre en exergue cette figure de la Vierge à l'enfant, encadrée, vous le voyez, par des figures allégoriques d'anges, et on retrouve ce sens extrêmement élégant de la ligne sinueuse, qui est une des grandes caractéristiques de l'art siennois, aussi bien d'ailleurs en peinture qu'en sculpture. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'importance que l'on accorde à la Vierge, puisque la Vierge est la sainte patronne de la ville. Ça, c'est très important. Autant Florence est la ville de Saint-Jean-Baptiste, San Giovanni, ce sera la ville du Christ roi à l'époque de Savonarole, mais à Sienne, c'est la Vierge qui est la sainte patronne de la ville, depuis un épisode dramatique de l'histoire de la cité, qui est une guerre, une nouvelle fois, contre Florence. Nous sommes en 1260 et Florence lance un ultimatum à Sienne, qui était quand même moins peuplée et moins riche malgré tout que Florence. Et Florence enjoint à Sienne de se rendre de façon très humiliante. Alors évidemment, les Siennois orgueilleux vont résister à cette demande et ils vont prier devant la représentation d'une Madone, la Madone aux gros yeux. Et celle-ci va on considère, enfin les Siennois ont considéré que c'était la Vierge qui leur avait donné la victoire. Donc à partir de ce moment-là, après cette éclatante victoire de Montaperti des Siennois sur leur adversaire florentin, eh bien Sainte Marie va devenir la sainte protectrice de la cité de Sienne. Alors malheureusement, cette victoire va pas durer très longtemps. D'abord parce que les Florentins vont prendre leur revanche 9 ans plus tard à la bataille de Colle di Valdelsa. Donc à ce moment-là, Sienne ne perd pas son indépendance, mais elle va devenir une puissance secondaire en Toscane, derrière Florence, et définitivement. Et d'autre part, les Florentins étaient guelfes, donc ils s'appuyaient sur le pape, tandis que les Siennois étaient gibelins. Donc, ils s'appuyaient sur l'empereur. Or, l'empereur venait de mourir. On est dans une période
de victoire plutôt du parti guelfe et surtout le pape lance l'interdit sur les banques siennoises, c'est-à-dire que il va obliger finalement les Siennois à basculer dans le camp guelfe parce que quand les banques étaient frappées d'interdit, eh bien les débiteurs de ces banques n'étaient plus obligés de rembourser leurs dettes. Hein, normalement, les banques avaient vraiment même un droit de justice par rapport à leurs débiteurs, et là, elles peuvent plus rendre justice, elles peuvent plus recouvrer leurs créances, et bien évidemment, la faillite se profile. Si bien qu'à partir de la fin du XIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIVe siècle, la ville de Sienne va être dominée par un gouvernement guelfe désormais, donc favorable au pape, et qui est administré par une assemblée collégiale formée par 9 magistrats. Donc on reverra l'évocation des commandes de ces 9 justement dans le Palazzo Pubblico. Ce Palazzo Pubblico qui au départ a été construit, voyez, dans un creux de vallon d'une certaine manière. On y construit d'abord un mur de soutènement, tout simplement pour éviter au terrain d'être trop raviné par les eaux de pluie. Et progressivement, on va l'urbaniser en construisant d'abord un petit palais municipal, en l'agrandissant progressivement de manière latérale et verticale, et en l'ornant dans les années 1330 d'une superbe tour réalisée par le beau-frère de Simone Martini, Lippo Memmi, et qu'on appelle la Torre della Mangia, puisque une tradition dit que finalement, en fait, celui qui sonnait les cloches et le gardien, eh bien, mangeait son revenu. Donc ça peut être une des traditions de cette Torre della Mangia. Donc, on va ensuite revenir vers la cathédrale. Vous voyez que la cathédrale, elle est construite sur le point le plus haut de la ville de Sienne, si bien qu'on la voit de partout, enfin de partout, quand on a un peu de recul, en contrebas dans la ville, dans la campagne. Et vous voyez ce qui frappe lorsque l'on voit cette cathédrale, c'est qu'elle est construite en briques, mais qu'elle est parée de marbre aux couleurs noires et blanches, donc aux couleurs de la cité. Et puis surtout, on voit cette étrange arche un peu fantomatique dont je vous expliquerai la fonction un petit peu plus tard. Donc, vous voyez que cette cathédrale, dès qu'on recule de Sienne, on est dans des paysages qui sont des paysages de vignes, qui sont des paysages de champs d'oliviers, qui sont des paysages de culture du blé, vous le voyez. Et quand on s'approche de la cathédrale, on retrouve sa magnificence extérieure. C'est une cathédrale qui a coûté des sommes absolument colossales et qui a été, dont les travaux ont été largement repris à partir de la fin du XIIIe siècle sous la direction de Giovanni Pisano. Alors Giovanni Pisano était un sculpteur à l'origine. Hein, il travaille avec son père Nicolas à Pise sur les chaires, par exemple, du baptistère et les chaires de la cathédrale. Il travaille, vous le savez aussi, à Perugia, à Pérouse, sur la grande fontaine de la place de la cathédrale. Et ici, on lui confie un chantier très important. Lorsqu'un artiste, comme Giotto, par exemple, ou Giovanni Pisano, qui sont d'ailleurs strictement contemporains, avaient atteint un niveau de renommée tel, eh bien, ce qu'ils faisaient, on leur confiait des chantiers architecturaux. Alors, ils n'étaient pas forcément architectes de formation, mais on le leur confiait. Sauf que Giovanni, a priori, a un peu piqué dans la caisse, très probablement. Donc, on voit que dans certaines archives, il y a eu des tensions très fortes entre le conseil d'administration de l'Opéra del Duomo, donc l'administration de l'œuvre du Dôme, et l'artiste qui finalement a dû interrompre le chantier, a fui la ville. Alors, ce qui frappe, en dehors de cette magnificence, vous voyez, de la façade qui rappelle en fait un véritable retable orfévré, qui est orné de mosaïques. Alors, les mosaïques ont été faites au 19e siècle, mais de sculptures extrêmement raffinées tout autour. Ce qui frappe dans la photo latérale, à droite, eh bien, c'est ces arcades, en fait. Alors, je vous explique la présence de ces arcades qui explique l'arche que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, la cathédrale de Sienne donc, est relancée. Les chantiers est relancé à la fin du XIIIe siècle. Donc, on voit très vite qu'elle va être une des plus belles cathédrales de la région, ce qui fait que les Florentins jaloux décident d'agrandir leur propre cathédrale autour de 1300, et c'est là qu'ils confient les chantiers à Arnolfo di Cambio, immense architecte qui travaillera à Rome. Et vous vous souvenez qu'à Florence, on va laisser une interruption pour la croisée du transept pour réaliser une immense donc coupole dont on ne connaissait pas encore la possibilité de la construire techniquement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir attendre Brunelleschi pour pouvoir la construire pleinement. Alors, voyant ça,
toujours dans une sorte de surenchère, et bien voilà nos Siennois qui décident de quadrupler, ni plus ni moins, la superficie de leur cathédrale. Donc ça devait coûter des sommes gigantesques. On est dans les années 1330, donc déjà c'était un chantier qui devait certainement, a priori, durer plusieurs décennies, très probablement. On avait vu large puisque l'église aurait dû pouvoir accueillir plus de 10 000 personnes. Enfin, c'était vraiment un chiffre assez ahurissant par rapport à la population siennoise de l'époque. Donc l'idée, c'était que la nef principale et les bas-côtés de l'église que l'on voit là aurait dû devenir le transept, et là on aurait dû construire une immense nef beaucoup plus longue que le transept, donc qui a été formée par l'ancienne nef de l'ancienne église. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc on lance le chantier avec ses arcades à bas côté droit, et puis la peste noire arrive, 1348, et la ville de Sienne a été probablement la ville la plus impactée par la peste de toute l'Italie, et peut-être même l'une des plus impactées d'Europe, puisque la peste de 1348 à peu près tue le tiers de la population européenne. On est vraiment dans des proportions véritablement dramatiques. Et pour Sienne, ce sont les 2 tiers de la population. Donc Sienne, en 1849, en 1349, n'a plus que le tiers de sa population. Donc vous imaginez le drame que ça a été, et en fait elle va jamais vraiment se relever de ça. C'est-à-dire qu'elle perd de son dynamisme démographique, et ce qui explique que progressivement, eh bien, elle ne fera plus du tout le poids par rapport à Florence. Florence est très touchée par la peste, mais Florence va regagner sa démographie, notamment par l'immigration. Hein, qui venait justement des campagnes environnantes. Sienne n'est plus autant créatrice d'emplois, donc elle va plus retrouver son niveau là. Donc, quand vous voyez donc la cathédrale qui est magnifique, elle est construite aussi, vous voyez, sur une colline, ce qui fait que on va construire le baptistère derrière. Donc là, c'est la façade du baptistère qui est si vous voulez, qui jouxte le chevet de la cathédrale. Donc là, vous voyez, ça, c'est la partie haute de la cathédrale qui est ornée d'un oculus avec un très beau vitrail qui a été réalisé sur des cartons de Duccio, le premier grand peintre siennois du début du XIVe siècle. Et vous voyez ce baptistère qui est accolé, tout simplement parce qu'on est sur une colline, il y a des dénivelés importants et qu'on ne peut pas réaliser une place comme le Campo dei Miracoli de Pise, par exemple. Ça, c'est pas envisageable. Pise, c'est très plat. Sienne, c'est très vallonné. Donc, les deux villes sont très différentes. Donc, vous voyez que ça explique un petit peu cet aspect un tout petit peu étrange. Et à l'intérieur de ce baptistère, il y a de splendides fresques qui ont été réalisées par différents peintres, dont Domenico di Bartolo, Vecchietta notamment, et puis un baptistère en bronze, dont certains reliefs de bronze ont été réalisés par Donatello, donc le plus grand sculpteur florentin de l'époque, qui va venir aussi travailler à Sienne aux côtés de ses illustres collègues. Donc, vous voyez, là, on voit peut-être mieux sur cette photo-là. Regardez ce bas-côté. Alors, en fait, ça aurait dû être le bas-côté droit de la nouvelle cathédrale, avec la nef qui devient transept. Et puis là, on aurait été dans la nef centrale. C'est un parking, hein, ça peut paraître un peu surréaliste, mais c'est assez étonnant. Là, ici, il y a la questura qui est à gauche. Et dans ce bâtiment-là, du coup, il y a le musée de l'Opéra del Duomo, dans lequel on conserve les archives et puis des œuvres qu'on veut préserver de la pollution et que l'on place dans des conditions de conservation bien meilleures, y compris la grande Maestà de Duccio. Dans la cathédrale, alors je ne vous les montre pas tous parce que la cathédrale pourrait faire l'objet aussi d'une conférence à elle toute seule, une des particularités, c'est un décor magnifique de pavements de marbre, alors qui ne sont pas vraiment de la mosaïque, qui sont presque l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler la pietra dura. En fait, c'est plus de la marqueterie de marbre. Donc, vous voyez qu'on a demandé aux plus grands peintres de chaque période de réaliser des cartons, et les maîtres marbriers vont ensuite les transposer en marbre. Et c'est le dallage de la cathédrale qui n'est complètement découverte qu'au moment des grandes fêtes mariales, c'est-à-dire en été, au moment du Palio, le 2 juillet, fête de la Visitation, et le 15 et 16 août, au moment donc de la fête de l'Assomption. Donc, vous voyez qu'ici, c'est uniquement
des dallages de marbre, mais qui sont taillés pour former, par exemple, le décor de l'architecture, le décor donc de ces mères éplorées, puisqu'on est en train de massacrer leurs enfants. Hein, c'est le massacre des innocents, qui est un thème d'ailleurs très repris dans les années 1485 par Agostino di Duccio, qui va le traiter 2 fois en tableau, une fois en pavement de marbre, parce que ça fait référence à l'invasion du sud de l'Italie, de la ville d'Otrante par les Turcs en 1480 et le massacre d'une partie de ses habitants. Donc vous voyez que cette cathédrale, elle est alors elle n'est pas facile à voir, il y a beaucoup d'œuvres, ça fourmille beaucoup, c'est l'opposé de l'austérité de la cathédrale de Florence. On retrouve ces pavements, ces parements de marbre aux couleurs de la ville, noir et blanc, et en fait il y a toute une série de têtes qui sont les têtes des papes, mais c'est un décor tellement exubérant qu'il a fasciné Wagner, qui voulait le reprendre pour le décor du palais donc de Montsalvat, du palais du Graal dans Parsifal. Alors voilà, je vous remontre cette autre photo. Donc vous voyez qu'il y a même des marchands de souvenirs. Enfin, c'est assez étonnant ce qu'il y a. Vous voyez, et ce grand arche dont je vous avais montré la photo de l'autre côté et qui sert en fait, alors même pas de salle de pas perdue, ça servait de parking et puis ça sert de lieu de traversée de la cité. Et vous voyez que si on revient à l'intérieur de la ville, on retrouve ces têtes, d'ailleurs qui certains ont les sourcils froncés, donc ils sont assez étonnants. C'est pas toujours très très joyeux à voir ces têtes de pape qui nous dominent. Alors, dans le musée de l'Opéra del Duomo, on retrouve un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture des primitifs italiens, qui est la grande Vierge en Majesté, la Maestà di Duccio. Cette Maestà di Duccio, à l'origine, elle avait été réalisée par Duccio di Boninsegna pour l'hôtel principal, le maître-autel de la cathédrale de Sienne. Ensuite, à la période baroque, ces tableaux étaient démodés. En fait, on appelait ces tableaux des tableaux gothiques au sens barbare du terme. Donc, on les a retirés, mais on les a quand même soigneusement, enfin relativement soigneusement conservés, parce qu'il y a quand même des parties de prédelles qui ont été vendues et du couronnement aussi. Et actuellement, la Maestà a été installée au musée de l'Opéra del Duomo. Donc, vous voyez qu'elle représente la Vierge à l'enfant en majesté sur un trône de marbre plutôt roman, encadré par les 4 saints protecteurs de la ville et encadré par des saints qui intercèdent pour le salut de l'humanité. Donc on va voir, donc cette Maestà a un revers qui est orné de représentations de scènes de la Passion du Christ, vous voyez, qui rappelle encore beaucoup la tradition byzantine, puisque vraiment Duccio est à la charnière entre cette grande tradition byzantine et l'évolution vers la fluidité décorative du style gothique international qu'il semble annoncer. Donc, vous voyez ici, je voulais simplement vous montrer très rapidement, là encore, on pourrait y passer de longues heures, la reconstitution totale de ce grand panneau. Donc, vous voyez, cette façade-là, avec les couronnements, la prédelle, qui était montrée face aux fidèles durant les grandes fêtes et dans les temps ordinaires, dans les périodes de carême, etc., eh bien, on montrait le revers et plutôt les scènes de la Passion du Christ, ainsi que des scènes de la vie publique. Alors, nous revenons toujours, on revient toujours à Sienne sur la place le Palazzo Pubblico et je voulais vous montrer donc cette place vue de haut parce qu'elle a vraiment la forme d'une conque. Et cette forme de conque, d'ailleurs, elle est divisée en 9 sections qui rappellent le gouvernement des Neufs, celui qui a été au pouvoir presque 75 ans entre la fin du XIIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, avant que la peste, évidemment, ne pose un certain nombre de problèmes. Cette place, vous voyez, accueille un grand nombre de terrasses, donc c'est très agréable d'y prendre un pot. On peut aussi s'y asseoir, les visiteurs s'y assoient puisqu'elle est en pente, donc c'est une sorte de léger amphithéâtre. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a un visiteur illustre français au XVIIIe siècle qui s'appelle le président de Brosse, qui est originaire de Dijon, qui était le président du Parlement de Dijon et qui a visité l'Italie. Donc il a laissé un récit de voyage très savoureux dans la langue ciselée du XVIIIe siècle. Et quand il traverse Sienne, il déteste la ville. Alors pourquoi la déteste-t-il? Tout simplement parce qu'elle est gothique. Et au XVIIIe siècle, on aimait le néoclassicisme. Donc lui, il adore Turin. Il n'aime pas du tout Sienne. Il la trouve très laide, très gothique, donc très barbare. Et par contre, il
il est assez étonné par cette place particulière et il raconte qu'en fait, on pouvait boucher les rues et qu'on pouvait y mettre de l'eau pour organiser des nomachis, hein, ce qui est absolument impossible. Alors certes, quand il y a des orages assez violents, eh bien, on peut avoir de l'eau facilement jusqu'aux genoux, surtout en bas, puisque c'est en pente, mais de là à organiser tout un combat nautique, bon, ça faisait partie de l'imagination du président de Brosse, mais l'histoire est assez jolie. Et vous voyez, par exemple, ce très beau palais, le palais San Sedoni, qui, à un moment donné, a appartenu à Berlusconi. Et c'est les balcons se louent à prix d'or au moment du Palio, bien entendu. Alors, à l'intérieur du Palazzo Pubblico de Sienne, il y a un autre chef-d'œuvre qui dialogue avec la Maestà de Duccio dans la salle de la Mappemonde, qui était la grande salle où l'on rendait justice officiellement. Et c'est la Maestà de Simone Martini. Alors, celle de Duccio a été peinte dans les années 1308-1311. La Maestà de Simone Martini, quelques années plus tard, à peine, dans les années 1314, 1315 et peut-être 1317, vous voyez, très rapidement. Alors, c'est de la fresque, hein, c'est peint plus rapidement que les panneaux sur bois. Et en fait, vous voyez à quel point, en quelques années, on arrive à peut-être pas surpasser, mais à proposer quelque chose de beaucoup plus moderne que la Maestà encore très donc byzantinisante de Duccio. Et vous voyez que donc on retrouve la reine vierge, la reine couronnée, mais pas sur un fond d'or, mais avec, vous voyez, un baldaquin qui est presque en perspective, qui passe d'ailleurs derrière son trône très gothique et qui tient l'enfant justement debout, toujours encadré par les 4 mêmes saints, hein, les saints protecteurs de la ville, dont Saint Anzano, Saint Victor, et les autres saints qui sont représentés plutôt en arc de cercle. Alors, il y a des inscriptions où la Vierge, elle avertit qu'elle va sévir si les Siennois s'entretuent. Parce que quand la fresque a été inaugurée en 1315, les 2 grandes familles, des Salimbeni et des Tolomei, avaient mis une fois de plus la ville à feu et à sang. Hein, ce qui mine l'histoire de l'Italie médiévale dans les cités républicaines, c'est les guerres civiles entre des grands clans donc aristocratiques ou des grands clans de familles de banquiers en l'occurrence. Donc vous voyez ce superbe détail justement de l'un des anges qui est juste à côté du trône. Vous le voyez ici. Regardez la finesse, la délicatesse, l'harmonie des traits et puis la subtilité aussi des coloris et le rendu justement de la chevelure ondoyante. Et de la même façon, sur la robe et la draperie de la Vierge, vous voyez, tout en courbe et de contre-courbe, avec des galons dorés, eh bien, on voit ce raffinement d'un gothique qui va ensuite s'exporter dans toute l'Europe, et notamment parce que Simone Martini va mourir à Avignon, et Avignon devient un grand centre international du fait de la présence de la curie pontificale au XIVe siècle. Hein, donc, vous savez que, par exemple, il y a des Avignonnais ici, que le porche de Notre-Dame-des-Dons était recouvert d'une fresque de Simone Martini, qui malheureusement est très abîmée, il ne reste que la synopia. Alors en face, toujours dans cette même salle, Simone Martini va réaliser un autre très grand chef-d'œuvre qui est le Guido Riccio da Fogliano. Guido Riccio da Fogliano était un condottiere. Vous savez que en fait les villes n'avaient pas d'armée de métier. Alors il y avait des milices, on y reviendra, mais on faisait souvent appel dans les guerres à des armées privées. On commandait au général en chef de ces armées privées qu'on appelle un condottiere parce qu'on signait une condota, donc on signait un marché, et celui-ci eh bien, va aller mettre au pas un certain nombre de petites bourgades fortifiées qui résistaient à l'emprise de Sienne. Donc, dans la salle de la Mappemonde, en fait, il y a beaucoup de fresques qui représentent des prises de ville ou des villes qu'on s'approprie. Vous voyez qu'il y a une puissance symbolique de l'image qui est très forte. Alors, c'est un très grand chef-d'œuvre et c'est une des premières représentations. Alors, c'est pas une statue équestre, mais ça va annoncer toute la vogue des statues équestres du Quattrocento. Là, on est au Trecento. Et en fait, même le caparaçon, le costume est réalisé avec des fresques en relief. C'est absolument magnifique et c'est un des grands chefs-d'œuvre de Simone Martini, même si il est contesté par des historiens d'art américains, vilains, qui justement aiment bien mettre des pavés dans la mare. Dans la salle voisine, on va retrouver dans la salle du Conseil des Neufs le chef-d'œuvre d'Ambrogio Lorenzetti qui est consacré au bon et au mauvais gouvernement. Donc c'est une salle rectangulaire. Sur le petit côté, on voit se déployer l'allégorie du bon gouvernement et on verra aussi justement
effets du bon gouvernement sur le grand mur longitudinal de la salle. De l'autre côté, les fresques représentaient, côté gauche, le mauvais gouvernement, mais en fait, malheureusement, ces fresques sont plus abîmées parce qu'il y a eu le mur, à un moment donné, était touché par l'humidité et malheureusement, ça a détruit une partie de ces fresques. Donc, ces fresques du bon gouvernement, c'est tout un programme politique. Elle montre de manière idéalisée le bon gouvernement des Neufs, qui est censé ramener la paix à Sienne, la paix avec l'extérieur, mais la paix civile surtout. Grande préoccupation à Sienne. Et la sécurité, qui est une obsession, vous voyez, qui n'est pas que contemporaine. Alors, on voit l'incarnation de Sienne sous la forme d'un vieillard habillé en blanc et en noir aux couleurs de la ville, encadré par toute une série de vertus, les 3 vertus théologales au-dessus, et vous voyez ici la figure de la paix. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit par exemple aussi la figure de la justice qui distribue des récompenses et qui n'hésite pas à trancher des têtes quand ça va pas. Donc, bien évidemment, c'est repris toute cette iconographie par les programmes d'extrême droite actuellement et les programmes de la Lega. Et vous voyez ici le mauvais gouvernement, alors qui est une figure diabolique. On est dans une relation dialectique. Le bon gouvernement, c'est tout ce qui est positif, évidemment. Donc, il est encadré par les vertus. Le mauvais gouvernement, c'est le diable, avec ses cornes, vous le voyez, avec un pied sur le bouc, encadré par les vices. Et vous voyez que la figure de la justice, elle est entravée en bas. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est peut-être le plus beau, ce sont les fresques longitudinales qui évoquent une Sienne idéalisée dans les années 1330, puisque les fresques datent des années 1338, 1339. Et vous voyez qu'on retrouve à la fois une moitié consacrée à la représentation de la ville, vue un peu d'en haut. Alors, les fresques se déroulent en largeur et on s'est demandé si Ambrogio Lorenzetti n'avait pas pu voir des rouleaux de peinture chinoise, puisque après tout, la route de la soie existait aussi encore à l'époque, voire en partie presque la route de la porcelaine. Donc, vous voyez ici cette Sienne idéalisée où tout le monde s'active, où l'on se marie. Vous voyez, ça, c'est la mariée en rouge avec le cortège nuptial, des jeunes filles qui dansent. Et ça paraît étonnant parce que les jeunes filles n'avaient pas le droit de danser dans la rue comme ça à l'époque et elles sont plus grandes. Donc, on pense qu'elles ont un rôle symbolique. Alors, on ne sait pas si c'est des muses, mais elles sont 10, donc c'est pas tout à fait le chiffre des muses. Des boutiques qui sont ouvertes avec un savetier, ici un professeur qui est ici, et par exemple des couvreurs, vous voyez là, des ouvriers qui sont en train de restaurer un palais. Et on voit que d'ailleurs, les palais sont tous recouverts de tours, je vous avais expliqué pourquoi, et qu'il y a ces fresques sur donc les balcons. Alors, dans la partie droite, on voit les effets du bon gouvernement dans la campagne, cette bonne administration du contado qui permet au bel paesaggio avec ses cultures de vignes, de blé par exemple, et d'oliviers au fond, parce qu'il y a la paix, puisque vous voyez qu'il y a la figure de la sécurité qui se promène par-dessus. Donc, on peut aller tranquillement en promenade et on peut aller chasser au faucon. Et vous voyez ici, on va retrouver ce petit personnage qui est un porc et qui a une particularité, vous voyez qu'il est noir et blanc. C'est le porc qu'on appelle la Cinta Senese. Vous voyez, on les élève encore et ils permettent de produire une très très bonne charcuterie. Alors, je suis désolée pour les végétariens, mais c'est une des spécialités culinaires de Sienne. Donc, si vous voulez éviter, puisque ça va donner effectivement des très belles entrecôtes ou des côtelettes de porc, ainsi que des saucissons en Cinta Senese. Et donc, vous voyez que c'est devenu aussi un des emblèmes de la gastronomie. Si l'on revient en face de la cathédrale, il y a un autre bâtiment médiéval qui remonte au XIIe, XIIIe siècle, qui est l'Ospedale Santa Maria della Scala. Cet hôpital, je vous l'ai dit, était en activité jusqu'à il y a moins de 30 ans. Moi, quand j'ai commencé à le faire visiter, il y avait encore des malades, et notamment, y compris dans cette salle, qui a été longtemps une salle de malades et qui est ornée de superbes fresques réalisées par Domenico di Bartolo ainsi que par Vecchietta, plutôt aux alentours des années 1460, vous voyez. Donc, qui montre d'ailleurs que la peinture siennoise au XIVe siècle est très conservatrice. Elle regarde encore beaucoup du côté du gothique, de ce style narratif et décoratif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve des représentations idéalisées. Là, on voit des chantiers qui évoquent le chantier de la cathédrale, donc sur ce côté-ci. Et ici, on retrouve justement les fidèles dans une église dont les pavements peuvent rappeler ce qu'on retrouve à l'intérieur de la cathédrale de Sienne.
Et là, regardez, vous voyez ces détails des chantiers avec les ouvriers qui sont en culotte. Vous voyez, les choses se sont plus ou moins nouées. Ils sont agenouillés. Regardez, celui-ci manie le compas. On voit les briques et on voit comment on travaillait avec peu de protection. Il y avait énormément d'accidents, hein. Vous savez que dans les biographies des peintres, on voit beaucoup de peintres chez Vasari qui tombent d'échafaudage lorsqu'ils peignent des fresques. Ben, c'est la même chose, bien évidemment, pour ces ouvriers. Alors, donc, nous allons continuer notre cheminement d'anciennes et je vais évoquer des églises, des basiliques qui sont construites. Alors, vous voyez ici, c'est la basilique de San Domenico et à l'opposé de la ville, les rivaux franciscains, puisque San Domenico, ce sont évidemment les dominicains. De l'autre côté, ce sont les franciscains. Donc, chacun à un des côtés de la ville. Et vous savez qu'une des particularités dans le développement du tissu urbain des communes italiennes du Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, c'est que les ordres mendiants s'installent en périphérie. On leur donne des terres qui valaient pas grand-chose. Ils font venir des migrants des campagnes environnantes ou de plus loin. Ceux-ci s'installent, construisent des bâtiments et évidemment, la population augmente et la valeur foncière aussi augmente. C'est comme ça que ces grands ordres deviennent aussi de grands propriétaires fonciers très riches, alors qu'à l'origine, ces terres ne valaient pas grand-chose. Alors, cette église, vous voyez, domine un des mamelons de la ville. Alors, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est une sorte de grand hangar, hein. C'est une église juste rectangulaire, très sobre. Et c'était l'église de Sainte-Catherine de Sienne, qui habitait dans le quartier, dans la Contrada del Loca, et qui va être représentée à l'intérieur après l'une de ces visions qui vont faire qu'elle va recevoir les stigmates. Sainte-Catherine de Sienne est née en 1348, hein, pendant l'épidémie de peste. C'est une des plus grandes figures mystiques. Elle est sainte patronne de l'Europe, hein, vous savez peut-être depuis une vingtaine d'années, je crois. Et c'est une sainte très importante, évidemment, dans la ville. Et dans la basilique, on y conserve le chef, la tête momifiée de la sainte. Le Sodoma, c'est un artiste qui va travailler dans une veine un petit peu douce, et aussi très sensuelle, qui va travailler aussi à Rome, à la Farnesina, par exemple, et dans le très beau couvent de Monte Oliveto Maggiore, qui se trouve dans les Crêtes siennoises, au sud de Sienne. Donc, vous voyez ici une autre église qui est l'église San Francesco. Elles se ressemblent beaucoup, hein. Ce sont des forteresses de la foi. N'oubliez pas que ces ordres mendiants se développent pour contrer la propagation des idées cathares. Alors nous, on a toujours l'impression que le catharisme a été circonscrit au Languedoc, mais pas du tout. En fait, hein, d'abord, les premiers cathares apparaissent plutôt en Champagne, et c'est un phénomène qui a eu beaucoup d'importance en Italie aussi. Les derniers cathares du sud de la France ont été formés et ordonnés du côté de Vérone. Et c'est dans les arènes de Vérone qu'on tuera les derniers cathares, on brûlera les derniers cathares en Italie. Donc, le catharisme est un phénomène qui a pris une grande importance au milieu du XIIIe siècle, dans le cadre d'ailleurs des guerres entre les Guelfes et les Gibelins. Et les ordres mendiants sont là, ils vont essayer de prêcher, justement, de ramener les fidèles dans le giron de l'église. Donc l'église va s'appuyer sur les dominicains et les franciscains. Et dans l'église de San Francesco, on va retrouver dans l'une des chapelles une très belle chapelle consacrée à l'histoire de Saint-Louis de Toulouse, qui a failli être roi de Naples, vous le savez, donc un roi qui renonce à sa couronne pour devenir franciscain, et vous voyez qu'il va être représenté une nouvelle fois par Ambrogio Lorenzetti. Alors les fresques ont pas mal souffert, elles sont moins fraîches que celles du Bon Gouvernement, mais vous voyez qu'elles montrent justement l'influence de Giotto dans les mises en page et la clarté spatiale d'Ambrogio, qui le connaissait notamment par l'intermédiaire de son frère Pietro, qui lui avait travaillé à Assise, par exemple, hein, dans la basilique inférieure. Donc, vous voyez ici, on retrouve Saint Louis de Toulouse devant le pape qui veut renoncer à son titre d'évêque. En fait, hein, il avait renoncé à son titre d'évêque parce qu'il voulait vivre dans la pauvreté la plus totale, dans les macérations les plus totales. Il est mort à 24 ans, hein, Saint-Louis de Toulouse, parce qu'en fait, il mangeait rien, il jeûnait pratiquement tout le temps, il dormait sur une planche, enfin bon. Donc, il n'avait pas une santé très très importante, contrairement à Sainte-Catherine de Sienne qui s'imposait les mêmes macérations mais qui est morte plus vieille. Vous voyez ici la figure de son frère, ça c'est très important sur le plan symbolique, hein, c'est Robert d'Anjou qui va devenir roi du coup à la place, et ces fresques elles étaient commandées pour montrer que Robert d'Anjou était arrivé sur le trône de Naples de manière légitime. Donc, vous voyez qu'on a le début d'une psychologie, aussi bien d'ailleurs dans les peintures de Simone Martini que celle de Giotto. Enfin, on voit bien l'héritage de Giotto dans cette humanisation des représentations de saints.
qui sont des saints contemporains aussi. Alors, je terminerai notre périple siennois en évoquant la fête la plus importante de Sienne, qui est la fête du Palio. Alors, Sienne présente comme particularité d'être divisée en contrade, en quartiers. Bon, c'est pas la seule, hein, si vous allez à Orvieto, etc. Mais l'attachement à un quartier est vraiment viscéral à Sienne. C'est-à-dire que vous pouvez naître, il y a 17 contrades, donc qui correspondent à des anciens quartiers. Chaque quartier devait avoir des milices. Donc on pense que à l'origine il y avait même une cinquantaine de milices, bon, composées d'une poignée d'hommes, hein, bien sûr. Donc depuis la période moderne entre guillemets, il y a 17 quartiers historiques, les contrades, avec des quartiers comme par exemple le quartier du rhinocéros, le quartier de l'oie, la contrada de l'oie, le quartier de la girafe, il y a le dragon, la panthère, le porc-épic, l'escargot aussi, donc jusqu'à 17. Donc, ces 17 contradas ont toutes une maison de la contrada et chacune a sa patron et un emblème. Et en fait, ces maisons des contradas, elles servent à réunir des associations de quartiers qui organisent le palio, mais qui aussi sont des associations, par exemple, de retraités, des associations bienfaisantes. Enfin, vraiment, ça structure la vie sociale de Sienne. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et si vous voulez être intégré à Sienne, il vaut mieux faire partie d'une contrada. Enfin, c'est mieux. Hein. C'est pas obligatoire, mais enfin, on vous fait vite sentir que vous avez intérêt à l'être. Et puis, quand il y a les mariages mixtes entre contradés, là aussi, c'est un bras de fer entre les deux conjoints. Et il y a aussi parfois quelque chose de un peu stratégique parce qu'on va essayer de garder l'enfant dans la contrada la plus puissante, celle qui a le plus de chances de garder le palio. Donc, ce palio, c'est une grande course de chevaux qui est organisée 2 fois par an et qui donne lieu à un cérémonial très important et qui donne lieu à des entraînements très importants. Donc, vous voyez ici ce très beau palais, le palais Chigi, qui est pavoisé par justement les palios, les différentes oriflammes aux armes de la ville. Et enfin de la ville des contradas, pardon, je me trompe. Donc là, vous avez une autre photo dans l'autre sens. C'est l'Académie supérieure de musique hein, ici à Sienne, qui est aussi de très très grande qualité. Et donc, vous voyez ici, si vous voulez, vous pouvez acheter les 17 drapeaux des contradas ou choisir votre contrada préféré. Et donc, le palio attire un monde fou. Alors, évidemment, les touristes sont très présents, mais pas uniquement. Pour les Siennois, c'est une fête très, très importante. Alors, tellement importante et tellement tendue qu'il y a des Siennois qui ne veulent même pas y assister parce qu'ils ont peur d'avoir une crise cardiaque, tellement ils sont émus, si vous voulez. Alors, comment s'organise ce palio? Les Siennois disent que le palio remonte au Moyen-Âge. Bon, les historiens qui ont creusé la question considèrent que la forme du palio actuel, elle remonte au 19e siècle, mais qu'elle prolonge des grandes fêtes autour du palio qui s'étaient beaucoup développées à la période baroque et même à la fin du Moyen Âge. Donc je m'explique. Au Moyen Âge, il y avait ces guerres contre Florence, donc ces milices locales qui venaient épauler par exemple des condottières et qui organisait la défense de la ville par quartier, donc jusqu'à une cinquantaine parfois. Donc dans la place centrale de Sienne, on retrouve le Campo, la piazza donc du Campo, eh bien, on organisait des grandes fêtes puisque c'est le cœur de la ville, il y avait de la place. Donc, on organisait des fêtes de boxe, des fêtes de ballon aussi comme à Florence, et puis des courses de taureaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des courses de taureaux très longtemps dans ces villes. Elles vont finir par être interdites et on va les remplacer plutôt par une course de chevaux. Et ces courses sont organisées à 2 reprises dans la ville, le 2 juillet, fête de la Visitation, et le Grand Palio qui a lieu justement donc le lendemain du 15 août. Alors, pourquoi 2 fois? Parce que on fait concourir 10 chevaux à la fois. Il n'y a pas suffisamment de place pour faire concourir 17 chevaux. C'est une course qui peut déjà être dangereuse parce qu'en fait, vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment en pente. Hein. Donc, les virages sont très aigus et il y a souvent des chutes du cheval lui-même ou du jockey ou des deux, et d'autant plus que les jockeys montent à cru. Donc c'est quand même une course compliquée, qui dure pas très longtemps, il y a 3 tours, mais qui est compliquée. Donc, qui court? Eh bien, à chaque palio, courent les 7 qui n'ont pas couru la dernière fois, parce qu'il y a toujours 10 contradés qui courent, donc il y en a 7 forcément qui ne courent pas. Donc on garde les 7 qui n'ont pas couru la fois suivante et on tire au sort parmi les 10 qui ont concouru 3 les 3 supplémentaires. Donc j'espère que vous m'avez compris là encore. Donc vous voyez,
tout le monde va courir, mais ces fêtes durent plusieurs jours et elles sont précédées par des cortèges. Alors, vous voyez qui attirent une foule, mais absolument colossale. Donc, vous comprenez que on voit mieux évidemment quand on est au balcon ou quand on est sur les estrades qui sont louées, bien sûr. Et vous voyez que c'est précédé par des grands cortèges où chaque contrada défile en costume médiéval. Alors, il y a une forme de reconstitution parce que vous voyez qu'en fait, il n'y avait pas ces courses-là au Moyen-Âge, hein, mais c'est quand même une des fêtes locales qui n'a pas été, par exemple, reconstituée à la période fasciste comme la plupart des grandes fêtes médiévales d'Italie. Donc, vous voyez ici, on concourt, donc il y a tout un défilé au son des tambours. Donc, en fait, ce sont des jeunes de la contrada qui s'entraînent, des tout petits, qui s'entraînent au moment des fêtes de leur sein, et puis qui vont accompagner, alors oui, je ne vous l'ai pas montré, des lanceurs de palis, c'est-à-dire qu'en fait, certains jeunes hommes, eux, s'entraînent à lancer justement les oriflammes et ça fait effectivement de très beaux effets. Et puis, il y a le char, je vais peut-être le montrer tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai la photo, du caracciolo aussi, qui est un des chars qui rappelle les cortèges des chars plutôt de la période baroque que de la période médiévale. Donc voilà les jockeys. Donc vous voyez que les jockeys montent à cru. Ce sont des mercenaires. Ils ne sont pas forcément originaires, eux, de la contrada. Ils sont payés par la contrada. Ils sont surveillés aussi par les membres de la contrada pour qu'on ne les achète pas. On les amène, et on amène surtout le cheval à bénir dans la chapelle de la contrada. On le bénit par le saint. Et quand le saint n'a pas apporté la victoire, il peut arriver qu'il y ait des fâcheries et que la statue du saint soit jetée dans une fontaine, par exemple. Et puis après, on la récupère après. Mais on voit qu'on a un rapport extrêmement émotionnel, hein, je vous l'ai dit, à cette fête. Donc, vous voyez, cette course qui est quand même très rapide, le plus spectaculaire, finalement, c'est plutôt les défilés qui la précèdent et les grands banquets, puisqu'après, les contradas vainqueurs, elles banquettent dehors, elles sont très, très fières, tandis que les contradas qui ont perdu sont très déçus. Alors, en général, il y a des alliances. Il y a quasiment 2 clans, il y a des alliances, bien évidemment, et on retrouve un petit peu les tensions. Alors, pas, ce n'est plus violent, mais qui pouvaient exister entre les grands clans du Moyen Âge. Donc, vous voyez ici, vous voyez ce défilé avec donc justement des chevaux qui vont être présentés à la foule. Et justement, ici, ces chars, alors qui sont remodernisés, hein, mais qui sont tous différents et qui rappellent les chars qui accompagnaient les grandes fêtes, justement, du XVIe et du XVIIe siècle, les grands triomphes. Donc, vous voyez là, ici, le jockey est vainqueur. Regardez l'émotion. Alors, évidemment, les plus émus, hein, ce sont les Siennois qui vivent à Sienne, hein, bien entendu, ou les Siennois qui ont quitté leur ville, qui reviennent. C'est retransmis, bien évidemment, à la télévision. Et oui, donc, pardon, c'était un petit peu court et j'ai pas fait de transition. Mais effectivement, quand on est content d'avoir gagné, on peut terminer en consommant l'une des spécialités de la ville. Et pour ne pas trop déborder le temps imparti, qui sont les ricciarelli. Alors, il y a beaucoup de spécialités siennoises, hein, donc, mais en pâtisserie, les Siennois sont très bec sucré et ils ont 2 gâteaux que j'adore particulièrement. Le ricciarelli, qui est un gâteau à base d'amandes assez tendre et de fruits confits, dont le goût peut rappeler donc un petit peu les calissons d'Aix, mais s'il y a une pâte levée. Donc, c'est plus un gâteau qu'une sucrerie. Et puis, il y a un autre gâteau qui, lui, est plus dense, plus ferme, qu'on appelle le paneforte, qui, vous voyez, est réalisé avec des fruits secs et des fruits confits et qui se mangerait, moi je dirais plutôt en hiver éventuellement, soit avec, vous voyez, un vin sucré comme le font les Siennois, soit éventuellement avec du thé, mais ça c'est pas très siennois je pense, hein. Ce serait une adaptation internationale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais regarder si il y a des questions. Voilà, donc nos prochaines conférences. Donc ce soir, vous avez encore une chance d'assister à la dernière conférence de Thierry Soulard. C'est la fin de son cycle sur les rois maudits, ce soir à 17h. Moi, je vous retrouve demain à 16h pour évoquer, alors là, sur une conférence plus longue, hein, Léonard de Vinci à Milan. Et enfin, on aura la chance d'avoir une nouvelle fois Michel Letiec, qui a longtemps présidé le très, très beau festival de Prades et donc, il y a un immense clarinettiste et qui va nous parler de Mozart et de la clarinette, hein. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.